avons comme invité notre juriste Ibrahima Malick, qui va essayer un peu de nous parler de l'actualité avec le remaniement ministériel. Monsieur Thioune, quelle lecture faites-vous du dernier remaniement ministériel de Macky Sall? J'en fais la lecture la plus immédiate que tout le monde peut en faire, à savoir le constater. Constater que le président de la République, qui nomme aux emplois civils, c'est une de ses prérogatives, que le président de la République a changé l'attelage gouvernemental. Et ça, c'est son droit. Maintenant, un remaniement ministériel a plusieurs axes d'analyse. On peut l'analyser de plusieurs manières. Il peut y avoir une analyse politique. Et ça, c'est le meilleur angle pour savoir quelles sont les motivations qui sont derrière. Et si on met en œuvre cette analyse-là, on se rend compte que le président de la République est dans une logique très arithmétique. Une logique très arithmétique qui est justifiée, il est vrai, par l'unité nationale, l'union autour de l'essentiel. Le contexte après Covid peut en être une justification. Mais une autre lecture plus affinée nous rendrait à dire que c'est un calcul tout à fait arithmétique consistant à adjoindre des masses à des masses. Il a une masse critique électorale à laquelle il est venu adjoindre l'autre masse dans l'opposition. Ce n'est pas nouveau. Il y a une sorte de clameur qui semble s'attacher autour du fait que Idrissa Seck ait rejoint le gouvernement et que d'autres personnes soient venues dans le gouvernement. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça, si on fait une archéologie de la politique sénégalaise, on se rend compte que c'est un phénomène tout à fait banal. Tous les présidents de la République qui ont eu à gérer ce pays-là ont toujours, à un moment ou un autre, fait entrer des personnes qui n'étaient pas de leur même obédience politique dans leur propre attelage gouvernemental. Tel était le cas d'Abdou Diouf, tel était le cas d'Abdoulaye Wade et tel est aujourd'hui le cas de Macky Sall. Donc, et d'ailleurs, le feu Iba Der Thiam, paix à son âme, avait développé, théorisé en son temps la notion d'entrisme. Cette notion-là qui faisait qu'il y avait une intégration d'autres visions politiques, de visions alternatives à la mouvance présidentielle. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, quelles sont les visées? Parce que l'acte en soi n'est pas neutre. Il ne faut pas se limiter au fait que c'est un nouvel attelage qui intègre, c'est vrai, d'autres sensibilités politiques. Il y a nécessairement une visée. On ne le fait pas pour rien. On ne fait pas entrer des personnes de l'opposition qui ont un autre projet politique pour le Sénégal dans son attelage gouvernemental sans visée particulière. Idriss Seck n'est pas entré dans le gouvernement là par un renoncement de l'ensemble de ses croyances d'hier. Il a été un opposant très virulent. Et s'il entre aujourd'hui, Macky Sall, l'accueillir dans son gouvernement, il y a quelque chose qui est derrière. Ce projet-là, maintenant, il faut éviter de faire des plans sur la comète. On entend d'ici, de là, dire que c'est parce qu'il y a un troisième mandat qui est en perspective. D'autres disent qu'on est en train de faire un deal pour laisser la place à Idriss Seck à un troisième mandat et contourner maintenant les blocages constitutionnels et donc se retrouver dans un schéma à la russe entre Medvedev et Poutine. Mais tout ceci ne sont que des projections et des hypothèses sur lesquelles on ne peut pas avoir une certaine certitude. Il reste et demeure maintenant que aujourd'hui, avec ce nouvel attelage-là, on est presque en abus de position dominante, si on peut dire, en termes démocratiques. Si on additionne les possibilités et les voies que apporte Idriss Seck à ce que Macky Sall a déjà de sûr, il est sûr et certain que à une prochaine élection, qu'elle soit législative ou présidentielle, cette mouvance-là serait gagnante. Donc, si on comprend bien, donc, il dit et Macky, donc, il y a des projections qu'on doit mettre en exergue. Donc. On ne peut pas s'empêcher de lire dans cette association entre Idrissa Seck et Macky Sall une intention, une ambition, une vision, une perspective. Il y a un point de chute. Ils ne le font pas pour le faire. Idriss Seck n'est pas venu rejoindre Macky Sall pour les beaux yeux de Macky Sall et vice-versa. Il faut qu'on fasse un rappel pour comprendre tout ça. Idriss Seck et Macky Sall sont des fils spirituels de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a déteint en Idriss Seck et Macky Sall. Donc il y a certaines pratiques politiques de Abdoulaye Wade qu'on retrouve chez ces deux personnes-là.
Idrissa Seck, contrairement à ce que j'ai pu lire, n'enterre pas ses ambitions présidentielles pour le Sénégal. Loin s'en faut. Possiblement, il croit que ce passage par le gouvernement de Macky Sall est un raccourci vers la présidence, parce que ça lui permettra de reprendre contact avec l'appareil d'État, avec l'appareil gouvernemental, et maintenant de structurer quelque chose de solide. Macky Sall également, sous ses airs de calme, est quelqu'un qui est très structuré sur le plan politique. On lui reproche une certaine lenteur, mais c'est moins de la lenteur qu'un temps qu'il se donne pour réfléchir et voir quels sont les choix les meilleurs pour lui. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall ne fait pas de choix politique en sa défaveur. Tous les choix politiques qu'il fait, il le fait au service de son ambition personnelle. Et cette ambition personnelle n'est rien de moins que gouverner le pays là aussi longtemps qu'il veut. Si vous voyez tout dans le discours de Macky Sall, dans le discours des plus proches de Macky Sall, on voit que la perspective est toujours à 2035. On ne la limite jamais à 2024. Mais pourquoi parle-t-on d'une perspective, d'un horizon 2035? Si on parle d'un horizon 2035, on doit se donner les moyens d'être là en 2035 pour mettre en œuvre l'ensemble des plans et programmes qu'on a projetés. Donc de ce point de vue-là, il faut se garder de faire des projections trop hâtives, mais il ne faut pas avoir la naïveté de croire que ces actes-là sont des actes désintéressés, autant pour Macky Sall que pour Idrissa Seck. Donc si on comprend bien, il y a aussi le cas du chef de l'opposition. Donc puisqu'il dit à rejoindre Macky Sall, il y a même l'FRN qui a exclu Idrissa Seck et Omar Sarr de l'opposition. Donc il n'y a pas une impasse institutionnelle au niveau du chef de l'opposition. Chef de l'opposition, ça a été annoncé dans la Constitution, mais le fait d'avoir été annoncé dans la Constitution ne lui a pas donné une vie juridique, une matérialisation dans les faits. La notion de chef de l'opposition est en train de devenir un serpent de mer. C'était une grande revendication de l'opposition. Aujourd'hui, on l'a mis. La notion de chef de l'opposition, ça a été un peu pensé par un moment par Abdoulaye Wade. C'est Macky Sall qui lui a donné corps. Mais comment désigne-t-on le chef de l'opposition? Le chef de l'opposition, est-ce celui qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles ou est-ce celui qui représente l'opposition parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale? Dans les deux cas, on est dans un problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a certes alliance entre Macky Sall et Idrissa Seck, mais il n'y a pas fusion. Organiquement, le Rewmi existe toujours en tant que parti. Donc de ce point de vue, on peut lui décerner la fonction de chef de l'opposition. Mais cette notion de chef de l'opposition, elle est un peu piégée et piégeuse. Pourquoi? Ce sont des notions qui ne se comprennent que dans des bipolarités, dans des démocraties bipolarisées, comme en Angleterre, comme aux États-Unis. Là, on peut valablement parler de chef de l'opposition. Mais dans nos oppositions bigarrées là, dans nos pays où il y a des partis à l'appel, comment peut-on valablement désigner qu'une personne serait le chef de l'opposition? Non. Il n'y a pas, à mon avis, une organisation suffisamment structurée et aboutie de l'opposition pour qu'on puisse parler aujourd'hui de chef de l'opposition. Peut-on valablement, si on reste sur les chiffres, dire que Ousmane Sonko serait aujourd'hui le chef de l'opposition, alors que politiquement il ne représente que 15% selon les dernières élections? Peut-on exclure Idrissa Seck, qui n'a pas fait de fusion, mais une alliance avec Macky Sall, du poste de chef de l'opposition, alors qu'il arrive avec 20% aux dernières élections? Donc, on tourne en rond, c'est le serpent qui se mange la queue. Moi, je crois que la démocratie sénégalaise n'a pas encore atteint le niveau tel qu'il puisse se permettre de désigner un chef de l'opposition. Il est vrai que l'organisation de l'opposition est quelque chose de vital pour la démocratie. Il faut trouver des mécanismes de financement des partis pour que l'opposition puisse vivre. Ça, c'est le jeu démocratique. Mais quant à poser un poste de chef de l'opposition, on se rend compte de toutes ces impasses-là et ça va nourrir encore toute une polémique pour, en fait, rien. Donc il y a un vide, si on comprend, il y a un vide. C'est pas pour moi un vide, parce qu'il y a un texte constitutionnel qui le prévoit, mais il y a une sorte d'impossibilité matérielle et sociale de mettre en place cette position de chef de l'opposition. Ok, donc si on comprend bien, avec l'avènement des décès au niveau avec Macky Sall, donc est-ce que
le troisième, Sonko n'est-il pas isolé? Sonko n'est pas isolé parce que Sonko est toujours, on va dire, droit dans ses bottes. Sonko s'est inscrit dans une radicalité oppositionnelle, sans jamais concéder quoi que ce soit à la mouvance présidentielle. De ce point de vue-là, que Idrissa Seck soit avec lui ou ne soit pas avec lui, il n'y a aucune forme d'isolation parce qu'il n'a encore concédé rien du point de vue de ses croyances politiques, du point de vue de sa démarche politique. Il reste maintenant que la politique, ce n'est pas un dogme. La politique, ce n'est pas un dogme. La politique, c'est un contexte, c'est des circonstances. Aujourd'hui, l'histoire politique nous a montré que jamais une mouvance n'a pu accéder à la présidence de la République sans que ça se fasse dans le cadre d'une coalition, sans qu'on ait des alliés. Mais lorsqu'on est dans une logique d'alliance, on est toujours dans une logique de compromis, donc dans une logique de concession. Il va sans dire donc de ce point de vue-là que si Sonko veut advenir à la fonction suprême de président de la République, il lui faudra à un moment ou à un autre, faire des alliances avec des grands comme le PDS ou d'autres. Et cette alliance-là suppose par nécessité une concession. Il devra lâcher du lest sur un certain nombre de ses positions. Et ça, la maturité politique, la maturation politique de Ousmane Sonko lui a permis de comprendre ces subtilités-là. On a vu lors des dernières élections qu'il n'a pas manqué de s'allier avec un ancien collaborateur de Karim Wade, mais également une figure emblématique du système Wade, à savoir Atepa. Donc de ce point de vue-là, Sonko est en train d'atteindre une maturité politique qui lui permet d'avoir un peu cette élasticité pour accueillir d'autres visions, d'autres sensibilités dans sa démarche. Mais aujourd'hui, il reste qu'il doit encore grandir sur le plan politique. Il y a quelque chose de dangereux qui est en train également d'arriver avec Sonko, c'est que, d'accord, il ne faudrait pas que le parti PASTEF soit le réceptacle des frustrations, soit l'exutoire de l'ensemble des frustrations que les gens qui ont été déçus de Macky et de Idrissa Seck auraient. Non, le parti PASTEF est un parti structuré, qui a des textes, qui a une vision, qui a une ambition, et de ce point de vue-là, il faudrait que son mode de recrutement soit un mode de recrutement qui est basé sur la conviction politique et moins sur l'énervement ou la frustration du moment. Comme il dit, le système, quoi. Oui, les gens du système. Oui. Maintenant, si nous nous volons au niveau du gouvernement de la paix, donc il y a ça qui a défenestré les portes de la paix. Donc, quelle lecture en faites-vous? Amadouba, Mimi, donc la liste est longue. Oui, toutes ces personnes-là à qui on avait prêté des ambitions présidentielles se trouvent aujourd'hui sur le carreau. Mais il faut revenir à un peu plus d'orthodoxie politique, si on peut dire. Écoutez, Macky Sall est le maître du jeu. Toutes ces personnes dont on parle et à qui on a prêté une ambition présidentielle n'ont pu avoir cette notoriété-là et ces ambitions supposées que par la grâce de la signature d'un décret du président de la République. Donc le choix a été porté par Macky Sall. Vous savez, en politique, ce qu'on veut, il faut le dire et il faut l'affirmer. Ces personnes-là l'ont d'ailleurs déclaré. Lorsqu'ils sont sortis du gouvernement, ils ont tous dit qu'ils étaient satisfaits de leur collaboration avec le président Macky Sall et qu'ils renouvelaient leur confiance. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas encore, autant Amadouba, Mimi Touré, Aly Ngouille Ndiaye, ne sont pas encore des données politiques remarquables au point de pouvoir avoir leur mot à dire. Ils ont été des collaborateurs de Macky Sall qui les a utilisés à un moment et qui a jugé à un autre moment que le contexte politique était qu'il devait sortir de l'attelage gouvernemental. Mais sortir de l'attelage gouvernemental ne veut pas dire être exclu du parti, ne veut pas dire ne plus avoir la possibilité de servir ce pays-là. Peut-être que lui qui avait fait ces aménagements au point de les mettre à ces positions-là, a vu que pour atteindre ces objectifs-là, il fallait qu'eux, ils se retrouvent à d'autres positions. Donc ce n'est rien d'autre qu'une recomposition d'un certain nombre de choses du point de vue de celui qui compose. Et or, celui qui compose aujourd'hui, sans aucun doute, c'est Macky Sall. Moi, je ne voudrais pas qu'on voit des problèmes là où il n'y en a pas. Au moment où Macky Sall donnait la promotion à ces personnes-là, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas moins valeureuses dans le parti et qui n'étaient pas servies. Donc, les positions ne dépendent que de la volonté, des perspectives, des visions de Macky Sall. Il ne faut tirer aucune conséquence hâtive de
du départ d'un tel ou d'un gouvernement. Et puis là, un gouvernement, ce n'est pas une fin en soi. Être ministre, ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, on le voit, tout le monde peut être ministre. Quand on voit les CV, quand on voit les parcours, on se rend compte que le poste ministériel est descendu un peu d'une certaine dignité et que c'est devenu une fonction tout à fait banale. Moi, je connais des personnes à qui on a proposé des postes ministériels, mais qui l'ont tout bonnement refusé. C'est dire donc qu'est-ce que représente le poste ministériel aujourd'hui dans l'impensé collectif. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait sur ces personnes qui sont parties, il faut juste que ces personnes se gardent de poser tout acte qui serait de nature à être en contradiction avec leurs engagements et leurs paroles. Macky Sall les avait choisis pour une mission, il a estimé que cette mission a été accomplie et bien accomplie, il vaut qu'il vague à d'autres occupations et ils peuvent demain servir à autre chose. La politique, c'est des entrées, c'est des sorties, c'est des moments de lumière, c'est des moments d'ombre. Celui qui ne comprend pas cette logique de succession du haut et du bas en politique ne peut pas faire de politique. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que c'est la mort de la paire? Non. L'APR, il faut structurellement, l'APR n'a jamais fonctionné comme tous les autres partis. L'APR n'a jamais fonctionné comme les partis traditionnels du type PDS, du type PS. Non. L'APR, c'est dû également à son histoire. L'APR a eu une histoire très fulgurante. En moins de 3 ans après sa naissance, l'APR a grandi, a gagné des élections. Et l'APR, depuis que l'APR existe, l'APR gagne des élections. Donc, et à chaque fois qu'on passe une élection, on a toujours annoncé la mort de l'APR et l'APR n'est jamais mort. L'APR, c'est une constante. C'est Macky Sall. Il n'y a rien qui doit dépasser. L'APR, c'est une constance et un anonymat. Aucune tête ne doit dépasser. C'est ce qu'on doit lire aujourd'hui sur les actes de Macky Sall. Macky Sall n'a jamais voulu organiser une structure telle qu'on puisse voir émerger par le seul mérite politique des personnes au sein de son parti. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga de l'APR et ne grandit et ne descend que celui qu'il aura décidé. Donc, c'est ça l'APR, c'est ça la vie de l'APR, c'est ça la logique de l'APR. Il ne faudrait pas, et ça marche. Bon an, mal an, c'est quelque chose qui marche. Moi, je le rappelle, l'APR a gagné toutes les élections auxquelles elle a participé, et de ce point de vue-là, donc c'est une formule qui marche, et rien aujourd'hui ne peut amener à changer, d'autant que cette formule-là est attrayante au point d'attirer d'autres pontes tels que Idrissa Seck. Donc, moi, je dis que c'est une formule qui marche, et que l'APR n'est jamais est plus vivant que jamais, même si structurellement c'est un parti qui est un peu brinque-ballant, on va dire.